3 djihadistes ont été tués par les forces de sécurité en Tunisie. C'était au cours d'une opération menée dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest. Élection présidentielle au Nigeria, près de mois après sa tenue, le candidat malheureux Atiku Abubakar conteste les résultats devant la justice. Puis, journée internationale de la francophonie, à l'occasion de l'Observatoire de la langue française de l'OIF, appelle à relever le défi de la scolarisation en Afrique. Voilà, c'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé ce mercredi que 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes qui ont également saisi des armes. C'était au cours d'une opération menée dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest du pays. Reportage. Les forces de sécurité tunisiennes ont abattu 3 djihadistes liés au groupe État islamique, dont la nuit de mardi à mercredi. Elles ont également procédé à la saisie de nombreuses armes. Parmi celles-ci, des fusils Kalachnikov, des ceintures d'explosifs, des grenades, des explosifs et des munitions. Une belle prise effectuée au cours d'une opération sécuritaire menée dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest tunisien. Selon le porte-parole de la garde nationale tunisienne, les 3 djihadistes tués étaient tous membres du groupe Joun al-Khilafa, entendez les soldats du califat liés au groupe État islamique. Toujours selon lui, 3 autres terroristes ont également été arrêtés dans la région du Mont Saloum. Il faut dire que les forces de sécurité tunisiennes mènent régulièrement des opérations de ratissage dans les zones montagneuses frontalières de l'Algérie pour traquer les djihadistes qui s'y cachent. Les zones montagneuses du centre de la Tunisie sont également un repère de la branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la phalange Oka ibn Nafa. Les autorités tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre des combattants actifs de ce groupe. La Tunisie est confrontée après sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Et même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle en novembre 2015. Le cyclone Idai a balayé la semaine dernière le Mozambique en faisant au moins 300 morts dans le pays. C'est ce qui ressort du nouveau bilan annoncé ce mardi par le président mozambicain. Les détails, ce sera dans cet élément. Devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour son audience générale du mercredi, le pape François a fait part de sa douleur et appelé à soutenir les victimes après le passage dévastateur du cyclone Ida. Selon un dernier bilan, au moins 300 personnes ont été tuées par le cyclone Ida qui a balayé la semaine dernière l'Afrique australe où les secouristes étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits. Au Mozambique, pays le plus frappé par les intempéries, on est déjà à plus de 200 morts, a annoncé ce mardi le président mozambicain Filipe Nyusi, qui a décrété un deuil national de 3 jours. Il a aussi appelé ses concitoyens qui habitent à proximité de rivières à quitter la zone pour sauver leur vie, car les autorités pourraient n'avoir d'autre choix que de procéder à des délestages d'eau. Au Zimbabwe voisin, environ 100 de personnes ont été tuées, mais le bilan pourrait tripler, a prévenu le ministre zimbabwéen du gouvernement local, Julie Moyo. Pour évaluer les dégâts, le président Emmerson Mnangagwa s'est rendu ce mardi dans la province du Manicaland, à l'est du pays, la région la plus touchée par le cyclone. Selon l'organisation CARE, Ida pourrait être le cyclone le plus meurtrier en Afrique australe à ce jour. Et la situation ne devrait pas s'améliorer car des pluies abondantes sont attendues dans les prochains jours, a prévenu le programme alimentaire mondial qui a commencé à acheminer de l'aide pour plus d'1 million de personnes. Au Nigeria, Atiku Abubakar, le candidat malheureux à la présidentielle du 23 février dernier, a déposé ce lundi une requête en justice. Il veut ainsi contester formellement les résultats donnant le président sortant, Muhammadu Buhari, vainqueur du scrutin. L'annonce a été faite par son avocat à la presse.
Alors qu'il disposait de 21 jours après l'annonce des résultats pour déposer une demande de contestation, Atiku Abubakar, le candidat malheureux à la présidentielle du 23 février dernier au Nigeria, a déposé ce lundi une requête en justice pour contester formellement les résultats donnant le président sortant Muhammadu Buhari vainqueur. Le tribunal doit se prononcer dans les 180 jours et si le jugement du tribunal fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême, la décision finale interviendra dans les 90 jours. Le candidat du Parti démocratique populaire PDP était arrivé second derrière le chef de l'État, vainqueur avec une avance de près de 4 millions de voix, soit 56% des suffrages contre 41%. Atiku Abubakar avait aussitôt dénoncé une parodie d'élection et annoncé qu'il allait saisir la justice, dénonçant de nombreuses irrégularités et tricheries. Les observateurs locaux et ceux de l'Union européenne avaient souligné des problèmes graves dans l'organisation du vote, notamment le retard à l'ouverture des bureaux de vote, intimidation d'électeurs, destruction de matériel électoral, alors que l'élection avait déjà été retardée d'une semaine. Par ailleurs, l'élément marquant de cette élection était le très faible taux de participation qui avoisinait les 35% des 72 millions d'électeurs enregistrés. Le corridor Douala-Bangui est bloqué depuis quelques jours. C'est la conséquence du mécontentement d'un groupe armé centrafricain suite à la nomination du nouveau gouvernement dans lequel il se dit lésé. Narcisse Soum, notre correspondant dans la région, pour plus de précisions. Près de 300 camions en provenance du Cameroun sont actuellement bloqués à la sortie est du Cameroun, principalement à Garoua-Boulaye, à la frontière avec la Centrafrique, à cause des menaces des bandes armées centrafricaines, selon le bureau de gestion du fret terrestre camerounais. Nous avons, à l'heure où je vous parle, près de 70 à 80 camions qui sont presque pris en otage. Je le dis bien, je pèse bien mes mots, alors nous vous parlons. Nous avons environ plus de 190 camions au niveau de Garoua-Boulaye. Nous avons 70 au niveau de Beloko. Donc, nous sommes là, comme ça, avec plus de 300 à 400 camions à l'heure où je vous parle, qui sont là, en attente. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, certains rebelles dans une certaine contrée ont carrément bloqué la circulation et nos camions sont presque pris en otage dans ces différents pays, ce qui est inacceptable. Ce blocage remonte à 2 semaines suite à la formation d'un gouvernement exclusif en Centrafrique et immédiatement recusé par des bandes armées qui s'estiment avoir été lésées dans le partage du pouvoir. La fermeture de cette unique voie de ravitaillement de Bangui à marchandises et autres produits entraîne des pertes énormes, à en croire El Hadj Oumarou, coordonnateur du bureau de gestion du fret terrestre, qui était sur le terrain. Le manque à gagner, il est criard. Même sur le plan financier, figurez-vous qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes obligés de servir du repas froid à ceux qui sont pris en otage, du repas froid, et ceux qui sont au niveau de Garoua-Boulaye, nous sommes obligés de leur préparer à manger tous les jours. Nous égorgeons des bœufs et nous offrons également du repas aux chauffeurs qui sont actuellement, où je vous parle, au niveau de Garoua-Boulaye. La descente du coordinateur du BGFT pour s'enquérir de la situation a également permis à la plateforme de résoudre quelques difficultés ponctuelles. Pour rappel, le corridor Douala-Bangui, long de 1500 km, aide la Centrafrique à se ravitailler en marchandises, principalement à travers le port commercial de Douala. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars, l'Observatoire de la langue française de l'OIF vient de publier son rapport quadriennal sur la langue française dans le monde. Dans ce document, l'Observatoire prévient que le nombre de francophones dans le monde pourrait doubler d'ici à 50 ans grâce au boom de l'Afrique, mais encore faut-il relever le défi de la scolarisation au sud du Sahara. Basé sur des recherches approfondies et des enquêtes sur le terrain, ponctuées de cartes, statistiques et infographies, le rapport quadriennal sur la langue française dans le monde que vient de publier l'Observatoire de la langue française de l'OIF est un document très sérieux sur l'état de la langue française et ses évolutions récentes. Avec 300 millions de locuteurs, soit une progression de 10% depuis 2014, le français conforte sa place de 5e langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Selon Alexandre Wolff, coordinateur du rapport et responsable de l'Observatoire de la langue française à l'OIF, basé à Paris, ce dynamisme va s'amplifier. D'ici à 50 ans, le français sera parlé par 477 à 747 millions de personnes dans le monde,
le faisant peut-être passer devant l'espagnol grâce au dynamisme fulgurant de la francophonie en Afrique. L'Afrique était encore en 2015 le deuxième continent francophone derrière l'Europe, abritant un peu plus de 40% des locuteurs du français. En 2070, près de 80% des francophones vivront en Afrique. De même, il est peu probable que les langues nationales africaines se substituent au français. En français, s'il vous plaît, sera le slogan de la Journée internationale de la francophonie, visant à promouvoir la langue de Molière sur la scène internationale. Ce slogan véhicule l'image d'une langue moderne, apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie, des sciences, des médias. Selon la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui a pris les rênes en janvier de l'Organisation internationale de la francophonie. Puis le Parlement vénézuélien, seule institution contrôlée par l'opposition, a approuvé ce mardi un texte qui garantit aux militaires qui rompraient avec le pouvoir du président Nicolás Maduro d'être maintenus dans l'armée et de conserver leur grade, et ce sous un nouveau gouvernement. Voici les détails. Dans une énième tentative pour briser le soutien de l'armée au président Nicolás Maduro et l'inciter à se ranger derrière l'opposant Juan Guaidó, autoproclamé le 23 janvier dernier président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays, le Parlement a promis plusieurs garanties aux militaires. Il est garanti pour chaque militaire qui décide d'agir pour établir l'ordre constitutionnel et de ne plus obéir à celui qui usurpe le pouvoir dans notre patrie, qu'il sera réintégré dans l'armée. Tous les droits acquis, grades et décorations acquis par les militaires seront conservés. Dans le cas où il serait décidé de manière inconstitutionnelle de leur retirer leur grade ou de les expulser de l'armée, indique notamment un texte approuvé par le Parlement. Ce texte s'ajoute à un projet de loi d'amnistie proposé par Juan Guaidó, président du Parlement, à destination des militaires qui lâcheraient Nicolás Maduro. Mais pour l'heure, seulement 700 d'entre eux environ ont fait défection à ce jour, en Colombie ou au Brésil, dont aucun officier de haut rang. Le Venezuela compte environ 365 000 militaires et policiers. Les décisions du Parlement ne sont plus reconnues par le pouvoir depuis 2016. Dans les faits, ces prérogatives sont aux mains d'une assemblée constituante acquise au régime. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika TV. Au revoir et à demain.